La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bon, c'était pas prévu, mais je suis ravi de pouvoir passer ces 30 minutes avec Alasdair MacKenzie, qui était hier présent pour la conférence annuelle d'OVNI Capital où on a réuni 150 personnes, des souscripteurs de nos fonds, des fonds d'investissement partenaires, les sociétés qu'on a financées, bref, une grosse partie de notre communauté. Et par chance ou par habitude, finalement, on s'est pas couché trop tard. On n'a pas bu d'alcool, pas trop, genre 1 ou 2 verres. Et donc, on était frais ce matin. Et je suis arrivé au bureau, j'ai vu que le studio était dispo. Et je t'ai rappelé. Et je t'ai dit, à quelle heure est ton train ? Tu m'as dit midi. On a juste le temps de monter le studio, d'enregistrer et que tu puisses repartir. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci à toi déjà de m'avoir invité à la conférence. Tu peux rapprocher un peu le micro, parfait. Non, merci, la conférence a été super. C'est incroyable aussi de pouvoir rencontrer d'autres gens dans d'autres univers complètement fous. Sincèrement, on pense que mon sport est fou, mais les levées de fonds, ça a l'air vraiment d'une autre galère pour vous. Bien sûr, non, mais l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Ouais. Et moi, j'aime bien faire des parallèles entre ces deux mondes. C'est clairement ça. C'est en fait tout le stress qu'il peut y avoir. Il y a vraiment des vrais parallèles dans tout, même si on n'est pas du tout dans les mêmes disciplines, on va dire, si je parle vraiment sport. Mais c'est un bon sport. Ça fait travailler beaucoup le cerveau, je pense. Mais c'est cool. Un peu les muscles aussi. On va en parler du côté physique aussi de l'entrepreneuriat et du marathon que c'est. Pour rentrer directement dans cet épisode, donc je suis en compagnie d'Alasdair ce matin, qui est le plus jeune Européen à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors, je peux en citer quelques-uns. J'ai lu pas mal de livres d'alpinisme. Everest, Manalu, Makalu. K2. Ouais. Kanchenjunga. Vas-y, je te laisse faire la liste, alors vas-y. Kanchenjunga, c'est simple. C'est 14 plus haut. Il y a l'Everest, le Lhotse, le K2, le Kanchenjunga, le Makalu, le Choyu, le Manaslu, le Dholokgiri, le Shishapangma, G1, G2, du coup Gachar Brumman, Gachar Brume 2, Broad Peak, Nanga Parbat, et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, à peu près. Et au pire, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, c'est des montagnes qui, moi, vraiment, ont construit mon univers. J'ai fait vraiment beaucoup de lectures. C'est Elisabeth Revol, c'est ça ? Ouais. Qui sur le Nanga Parbat, les Mike Horn, enfin voilà. J'ai grandi avec toute cette littérature et j'en lis beaucoup encore aujourd'hui, donc je suis ravi d'avoir face à moi une déjà légende vivante de l'alpinisme. Je sais pas si les gens qui nous écoutent ont regardé ce magnifique reportage de Nims Dai, c'est comme ça qu'on dit, qui a fait 14 fois 8000 et qui était un des premiers à les faire de façon très courte, finalement, en 6 mois. C'est le premier, en fait. Un an. C'est grâce à lui que, en fait, il a changé le mindset des gens. On a pu voir que, du coup, c'était possible d'enchaîner vraiment vite. C'est le premier. Et maintenant, tout le monde sait que on peut les faire encore plus vite. Là, il y a Christine Arilla, si je dis bien son nom. Elle les a fait en 3 mois, par exemple. Incroyable. Incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se voit aujourd'hui et on est au lendemain de l'ascension d'une Française de l'Everest et qui a fait 7 sommets aussi en hommage à son père, et on en parlait hier soir avec des gens qui étaient dans la soirée. Mais je m'écarte un peu du sujet. Alasdair, est-ce que tu veux bien, et en plus vu qu'on est dans le studio Mathieu, je vais reprendre ces questions, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent et nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, quel est ton background et qu'est-ce qui t'a amené si tôt à devenir un alpiniste professionnel ? Alors, je m'appelle Alasdair MacKenzie, j'ai 20 ans, je suis alpiniste himalayiste, j'ai gravi les 14 plus hauts sommets de la planète en ouvrant une voie. Ce projet est venu en fait à la suite de mon arrêt de carrière de ski. Je faisais du ski de compétition. Et un jour au refuge du Mont Blanc, j'ai juste appelé ma maman en disant j'arrête, je veux faire vraiment de la montagne, comme quand j'étais petit, parce que mon coach m'avait mis le choix, c'est t'arrêtes la montagne pour le ski. Du coup, j'avais choisi cette option à 16 ans.
Et les résultats de ski ont dégringolé. Du coup, j'ai rattaqué la montagne en secret, sans dire au coach, sans dire à l'école. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment dit, ok, bah, on va faire des montagnes, mais je pensais pas devenir professionnel à cette époque-là. Et quand j'ai arrêté du coup ma carrière, je me suis dit, bah, je me lance à fond. Je vais devenir guide de haute montagne. Du coup, il y a une liste de courses complète à faire. Et à partir de là, en fait, d'aller de refuge, de montagne en montagne, tu rencontres des guides, des nouvelles personnes, tout ça, jusqu'à que je rencontre une personne qui m'introduit à une autre personne, qui part en expédition sur un 7000 en Himalaya en 2021. D'accord. Et du coup, je suis allé là-bas en me disant, bah, je vais voir. Je voulais, dans ma tête, je savais qu'un jour, j'allais aller à 8000. Je pensais pas que ça allait être aussitôt. Mais à partir de là, en fait, je suis tombé amoureux du Népal, de cette communauté Sherpa qui ont rien et pourtant qui essayent de t'apprendre beaucoup de choses. C'est juste, enfin, c'est une communauté incroyable. Et du coup, je suis parti avec l'envie, quand je suis revenu en France, je suis parti vraiment avec cette envie de me dire, ok, pourquoi pas tenter un 8000. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas tenter un 8000 avant mes 18 ans. D'accord. Et à partir de là, j'ai lancé le projet Lhotse en investissant tous les sous de mon grand-père dedans, tout l'héritage de mon arrière-grand-père, désolé. Et bah, je me suis dit, je fais un all-in et je vois ce qui se passe, hein, un peu en mode poker, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est parti comme ça. Tu as le droit de pas aller dans le détail, mais il faisait quoi ton arrière-grand-père? Tu avais une relation avec lui? C'est quelqu'un que tu as beaucoup connu? Quel sens ça a pour toi? Enfin, je trouve que c'est beau que tu le racontes comme ça. Alors, c'est un sujet où, en fait, on m'a jamais posé la question. T'es la première personne, c'est génial. Mon arrière-grand-père, j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai appris à faire du bricolage. C'est lui qui m'a appris à me servir de mes mains quand j'étais jeune, à faire du vélo aussi avec lui. Okay. Aller tous les mercredis en trottinette après l'école, manger chez lui. Tout ça, du coup, c'était une personne qui était importante, qui est toujours importante dans ma vie, même s'il est plus là. Mais je savais qu'il voulait que je fasse quelque chose. De ta vie, ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, à la place de juste, c'était peut-être pas le meilleur choix financier, mais au final, ça a marché. Mais je me suis dit, j'y vais avec le cœur, je mets tout dedans en me disant, on tente et on voit, quoi. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai jamais eu la chance de connaître mes grands-pères. Et je pense que c'est effectivement des figures qui peuvent te façonner en tant que enfant, adolescent, adulte. Et j'avais trouvé ce trait intéressant de dire que finalement t'as fait ce all-in avec cet héritage-là. Hier soir, on parlait de ça, on parlait de tes différentes expéditions et à quel point, une fois que tu as fait ce all-in avec l'héritage de ton grand-père et que tu as gravi ces 2 premiers 8000, évidemment, tu as tout de suite envie d'en faire d'autres. Tu le sais, moi, je fais du parachutisme. Lorsqu'on fait un saut, on pose les pieds au sol et la première chose qu'on fait, c'est on regarde en l'air et on a envie d'y retourner. Et je pense que pour avoir fait quelques sommets, des sommets beaucoup moins impressionnants que les tiens, j'ai fait c'est des sommets quand même, hein. La neige avec ma femme. Et donc, en fait, comment tu as fait pour te transformer en leveur de fonds, en chercheur de sponsors et finalement en entrepreneur pour concevoir ce projet de 14 x 8000? Parce que je voyais hier dans tes échanges avec Mathieu, tu parlais des budgets globaux des expéditions qui pouvaient aller jusqu'à 1 million d'euros. Des fois, j'entends des chiffres. L'Everest, c'est entre 40 et 80 000 euros. Voilà, comment t'as enfilé cette casquette d'entrepreneur en plus de celle d'athlète? En fait, je l'ai pas réalisé au début. Pour moi, je savais très bien que j'avais fait 2 sommets. Le Lhotse, j'avais fait le record de plus jeune. J'avais enchaîné du coup 9 jours après avec parce que la petite parenthèse, c'est que j'avais gardé un peu d'argent en me disant je vais passer le permis voiture et je vais passer le permis, pas le permis, mais passer une formation de parapente. Et 9 jours après, j'avais décidé de gravir le Makalu. Du coup, là, j'ai vraiment pris tout. Et là, il y avait vraiment zéro, plus rien. Et j'ai tout mis dedans. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, le record du Lhotse
Et le deuxième sommet, c'était quelque chose qui se faisait pas souvent. Surtout, à mon âge, j'étais le premier à aller autant vite sur des sections du 8000. Et je me suis dit, comment je peux attirer de l'argent pour réaliser mon rêve, du coup les 14. Parce que le 14 est venu directement après en me disant, comme tu disais, tu vois, le parachutisme, tu poses les pieds à terre et tu as envie de continuer. Moi, c'était exactement ça avec les 8000. Et du coup, je me suis dit, on va se servir du record du monde, des 2 sommets, pour faire de la publicité, pour récupérer des followers sur Instagram. Et après, on va pouvoir aller demander aux sponsors. Ça a été une galère, du début jusqu'à la fin. Mais pour moi, je pense que tant qu'on s'entoure bien, je suis pas professionnel dans ma communication. Les médias, j'ai pas les contacts, tout ça. Et j'ai réussi à m'entourer d'une team quand même qui était là pour m'aider en soi sur cette partie-là de projet. Ok. Du coup, ça, c'était vraiment le point faramineux du début de projet. Et après, l'entrepreneurial, désolé, je suis dyslexique. Non, pas de souci. Je l'ai vraiment pas, je l'ai pas réalisé. Ok. Donc tu as suivi ta passion, c'était assez instinctif finalement. T'as fait ces sommets, ces premiers records et tête baissée finalement, t'as foncé en disant c'est ça que je veux faire, il y a rien d'autre qui compte. Ouais, c'était exactement ça. Pendant 3 ans, 2 ans et demi, tout ce que je pensais du matin au soir, c'était le projet. J'ai travaillé, j'ai fait mes entraînements, j'ai pas eu beaucoup de vie sociable. Tout. Ça veut dire quoi alors si je veux bien ça, si ça t'embête pas qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus. Un des trucs qui m'a pesé quand j'avais ton âge, c'était le fait d'aller en cours la journée et de travailler la nuit. Et j'avais pas de vie sociale parce que quand les autres dansaient, faisaient la fête, moi je travaillais, je produisais des soirées, je mixais, etc. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux supporter pendant 1 ou 2 ans, mais quand ça commence à faire 4-5 ans, ça te pèse. Tu rates plein de choses, tu rates, je sais pas, alors c'était pas encore l'époque des mariages, mais tu rates des week-ends entre amis, tu rates des anniversaires, tu rates des choses en famille. Et donc toi, ça a duré 3 ans, c'est ça ? Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire même pas de petite copine, rien, enfin t'as le temps pour rien, et il y a qu'une seule chose qui t'obsédait, c'était ça ? Ouais. J'ai pas passé par exemple les Noëls avec ma famille. D'accord. J'étais en train de travailler parce que moi je partais du principe que les sponsors étaient en vacances. Du coup, ça servait à rien de faire du démarchage et risquer un email qui reste enfui sous beaucoup d'emails. Et du coup, je suis allé travailler pendant les vacances de Noël en renfort, à mettre des chaussures de ski, tout ça, à pas passer Noël, tout. Pour moi, il y a des sacrifices quand on veut faire des projets gros, que ce soit dans l'entrepreneurial, que ce soit dans une vie d'athlète. Il y a des choses qu'il faut faire, faut sacrifier. C'est pas envisageable sur le long terme. Sincèrement, la vie que j'ai menée sur 3 ans, je savais que je pouvais pas la continuer sur 5-10 ans au même rythme. C'était impossible. Physiquement, t'es fatigué tout le temps. Mentalement, t'as le stress des financements, tout ça. Tu peux pas. Tu l'as très bien dit, c'est que t'as rien du tout. En fait, tu penses qu'à ça. Et du coup, moi, je sais que par exemple, là, sur le nouveau projet, on a vraiment changé le dispositif en disant, on a déjà des sponsors qui sont mis en place. Voilà, on sait j'ai pas besoin d'aller travailler, par exemple, sur Noël. Bien sûr. Et donc, tu t'offres des temps de repos. Peut-être pour aller là-dessus, sur la sensation d'épuisement, en plus, ce qui est très dur, c'est que nous, en tant que venture capitaliste ou entrepreneur, on a une fatigue mentale, mais on n'a pas la fatigue physique dont tu parles. Dans les souscripteurs de notre fonds, on a la chance de compter des gens comme Mathieu Blanchard ou comme Nicolas Spi de Campus Coach, qui sont des très grands sportifs. Toi, comment tu structures tes journées d'entraînement ? Typiquement, à Mathieu Blanchard, quand je vais le voir à 9h dans la station de ski, donc c'est les 2 Alpes, je veux pas dire de bêtises, j'arrive à 9h30 pour prendre mon café avec lui, et lui, ça fait déjà 3 heures qu'il est sur le glacier en train de monter, descendre et faire du ski de fond. Toi, ça ressemble à quoi une journée dans ta vie à ce moment-là, sur ces 3 ans-là ? Sur les 3 ans, c'était assez physique. À 5h du matin, j'étais réveillé. Par exemple, sur la partie hiver, 5h du matin, j'étais réveillé. 5h30, j'étais déjà sur les skis en train de faire du dénivelé positif à juste enchaîner pendant à peu près 2 heures. Combien de dénivelé positif pour que les gens puissent se rendre compte ?
Ça dépendait des séances. Il y avait des séances spécifiques où c'était vraiment sur une longue durée. Du coup, là, on allait taper du 3000 de dénivelé par jour, à peu près. Il y avait des séances vraiment sur de l'affûtage, de vitesse, tout. Où là, c'était plus court, mais beaucoup plus intense, où je faisais vraiment monter le cardio. Et après, du coup, ça, c'est 2 heures de sport. À 7 heures, je revenais. Je travaillais jusqu'à midi. Midi jusqu'à 14 heures, j'étais en muscu pour faire du renforcement musculaire parce qu'on porte très lourd là-haut. Et après, je rattaquais du coup les mails, tout ça, le démarchage, tout. Et après, le soir, si mes amis étaient là, le seul moyen de sociabiliser, c'était à travers un sport collectif. S'ils voulaient me voir, je disais, ok, pas de souci, on va faire un foot, on va faire un volleyball, on va faire du squash, enfin, ça dépendait, quoi. Ok, excellent. C'est quoi ton rapport un peu poids-puissance aujourd'hui? Combien tu mesures? Combien tu pèses? C'est quoi les données clés d'un athlète comme Alasdair Mackenzie? Alors, sur moi, je suis pas fin. Ok. Beaucoup d'alpinistes sont beaucoup plus fins que moi. Moi, je fais partie, on va dire, de la catégorie lourde de ce groupe. C'est un défaut, ça? Moi, je le vois pas comme un défaut. Je le vois que c'est mon corps. Tu l'acceptes et tu fais avec. Et tu composes avec, ouais. Ouais, voilà. C'est sûr que moi, je suis un chat maigre. Je fais 1m78, 64 kilos. Et toi, c'est quoi à peu près? Moi, je fais 1,80, 80 kilos. Ok. Mais beaucoup plus de muscles. Moi, si on le voit à la caméra, j'ai que les os. Les os, la peau. Ouais, faut pas dire ça. Mais non, du coup, je fais 80 kilos. Quand j'avais 16 ans, je faisais 95. À cause du ski alpin parce qu'on soulevait des lourds. Enfin, lourds en muscu, tout. Et du coup, j'ai gardé, on va dire, ce composite de muscles à travers toutes mes années. Et maintenant, le seul truc que je sais, c'est que en expédition, par exemple sur l'année 2023 où j'ai enchaîné 10 sommets, j'ai perdu plus de 17 kilos au total. Ouais, ça j'ai entendu que tu en parlais hier de la perte de poids. Ouais. C'est vrai que c'est assez incroyable comment votre corps peut, au fil de l'expédition, avec l'altitude, les montées, etc., se transformer. Ouais, on mange pas assez, on boit pas assez, l'altitude brûle encore plus de calories. C'est simple, ici par exemple à Paris, une personne lambda va brûler à peu près 2000 à 2800 calories, s'il est dans mon poids par exemple. Ça c'est mes stats ici. Et là-haut, par jour, à plus de 8000, c'est à peu près entre 7000 et 10 000. Est-ce que si on fait faire l'exercice aux gens qui nous écoutent, si on leur fait fermer les yeux pendant 2-3 minutes et que tu leur racontes comment ça se passe dans ta tête, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes du dernier camp pour aller à l'étape finale, le sommet de l'Everest et le début de la redescente, si on essaie vraiment de faire cet exercice-là et que tu racontes les sensations, ce qui se passe dans ta tête, ce que tu vois, comment tu le raconterais, comment tu essayerais de le faire vivre aux gens qui nous écoutent? L'Everest, c'est assez simple. Tu pars. Nous, on est parti parce qu'il y avait beaucoup de vent. Il y avait à peu près 50 km/h de vent. On est dans la tente en train de se reposer. La tente, elle se plie sur nous. On est la seule équipe à partir pour le sommet ce soir-là. Donc il y a un bruit énorme. Ouais. C'est juste un tambour. Du froid. Froid. Ça fait quoi? Ça fait. Ouais, ça bouge, ça tape. Ça tape la tente comme ça. Okay. Enfin, c'est Bagdad là-haut, quoi. Comment tu fais le vide là, dans ces moments-là, toi? Moi, j'étais au téléphone satellite, en train d'essayer de négocier un nouveau contrat. Avec un sponsor. Bon, celui-là, il n'a pas marché. Okay. Mais pouvoir partir à la prochaine montagne. D'accord, ok. Oui, donc toi, même quand c'est le chaos, tu continues à négocier, à faire des sponsors et tout ça. Mais moi, je savais pas si après l'Everest, je continuais ou pas. Du coup, j'essayais en train de travailler pendant que tout le monde dormait. Et quand on est parti, c'est simple, nuit dehors, 50 km/h de vent, ça pique le visage, tu te dis, ça va être chaud ce soir. Ça pique le visage, c'est quoi? Ça brûle? Ouais, ça brûle, ça fait mal. Dès qu'il y a un peu de neige qui te tape sur le visage, t'as l'impression qu'on te met une pichenette derrière l'oreille. Et c'est ça partout sur le visage en fait. T'as ton oxygène qui dégoule sur ta combinaison. Du coup, toute la condensation que t'as faite, elle gèle immédiatement sur la combi. T'arrives plus à ouvrir ta combi. Tout. C'est quoi? C'est des sensations au fond des poumons? C'est le bout des doigts? Qu'est-ce qui... Alors, moi, j'ai pas ressenti au niveau des poumons et bout des doigts. Il y a des personnes qui ressentent ça. Mais
la partie la plus difficile d'une ascension, à plus de 8000, en tout cas pour moi, c'est entre 4h et 7h du matin. C'est là où la fatigue va être au cumul. Le froid est encore plus intense qu'au milieu de la nuit. T'as vraiment cette sensation d'envie de dormir aussi. Mais tu sais que si tu dors, t'es mort. T'es mort. Ok. Du coup, tu restes éveillé avec du café, du Red Bull. Tu tiens. Et à partir de là, t'arrives à côté du sommet. Nous, malheureusement, juste avant, on avait vu la courbure de la Terre sur l'Everest. Du coup, ça, c'est Excellent. le moment, on va dire, magique de l'Everest. Et 2 minutes après, on a dû enclencher un secours. Parce qu'il y avait une personne qui était restée toute la nuit dehors. Elle avait été abandonnée par son équipe. Du coup, on a dû lancer ce secours. On a dû laisser 2 Sherpas le temps de le préparer. Parce qu'il avait plus de gants, plus d'oxygène. Du coup, quand on met un secours en place, c'est très long à l'équiper. Il faut mettre... il faut le cordes, saucissonner tu sais, pour qu'il puisse être descendu. Ça. Alors pour les gens qui connaissent moins l'alpinisme que ce que moi je peux avoir lu, vu et échanger avec des amis comme toi qui font ça, il faut imaginer une espèce de grand duvet où c'est ça, on fait en sorte que la personne elle puisse descendre, tirer et sans prendre trop de coups d'impact, c'est ça, la protéger au maximum. On met un matelas, après on le saucissonne, on met sa bouteille d'oxygène sur le thorax. Et voilà, mais cette préparation, elle prend du temps. Et bien sûr, parce que vous êtes entre 7005 et 8000. C'est ça. On était à 6750 mètres. Okay. Du coup, c'est des secours qui sont très engagés pour faire à cette altitude. Et on était trop de monde. Du coup, 2 Sherpas ont dit, nous, on va rester. Vous allez aller faire le sommet. Le problème, c'est que toi, tu fais le sommet, tu passes la dernière arête, tout ça, t'es au sommet, mais t'es excité, t'as fait le sommet de l'Everest. Mais tu te dis, la descente, elle va être encore plus dure parce que t'as un gars dans un tapis qu'il faut que tu redescendes avec toute ton équipe. Okay. Et du coup, on a fait ça et c'était chaud. C'était chaud, mais c'était beau. Là où d'autres, justement, peut-être... Alors, on peut pas dire que c'est de l'égoïsme en alpinisme parce qu'à un moment donné, c'est chacun sa peau. Si je peux juste raconter une anecdote qui va peut-être parler aux gens qui nous écoutent. Il y a une athlète que je respecte beaucoup et que j'apprécie qui s'appelle Géraldine Fanache, qui fait de la wingsuit et du base jump, qui a perdu son premier mari en speed riding. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est que quand il faisait du speed riding, il s'inquiétait tout le temps pour elle. Et en fait, à un moment donné, elle a dû avoir un posé un peu d'urgence. Et c'est en regardant avec des vols rapides son posé d'urgence, etc., que lui a impacté et s'est tué. Et c'est vrai que dans les sports que tu pratiques et ou les sports que je pratique, t'as quand même toujours ce truc de te dire il faut que j'assure ma propre sécurité avant d'assurer les pratiquants avec lesquels je saute. Moi, je fais du parachutisme avec ma femme, avec mon frère, avec des amis proches. Et en fait, t'as toujours ce truc de te dire je peux pas sauver les autres si ça se passe mal. Et il y a un moment jusqu'où je peux aller et un moment où chacun doit assurer sa propre sécurité et finalement être un peu égoïste. C'est un sujet qui est très compliqué. En parachutisme, vous êtes ensemble en train de sauter, mais comme tu dis, c'est un peu... t'es tout seul quand même sous la voile, quoi. T'es tout seul sous la voile, mais si je te donne un exemple d'incident, on fait un saut à 3 à Soulac en 2014. On est 2 amis beaucoup plus expérimentés et ma femme. Le parachute de ma femme s'ouvre de façon intempestive et la commande et la voile lui entourent le bras, en fait. Et donc là, à ce moment-là, si elle ouvre, elle se fait déboîter l'épaule, elle va peut-être être à moitié inconsciente, etc. Et donc, moi, j'ai pas le niveau de faire ça, mais mon pote qui est moniteur pack fonce sur elle, attrape son bras, défait la clé de commande et ouvre. Mais dans une zone où il se met à la limite, tu vois. Et donc, ça arrive, ce genre de secours-là, sur des premiers SOPAC, des choses comme ça. Donc, tu peux quand même... Et tu vois, mon initiation B2, donc c'est des brevets pour pouvoir sauter à plusieurs. Les élèves savent se remettre à plat tout seul, etc. Une fois, j'ai eu un élève qui part en autoroute sur le dos, machin et tout. Il est 1300 mètres. T'as cette décision de te dire, moi, je suis pas moniteur pack. Le mec est censé être autonome et je m'écarte et j'ouvre pour moi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, je pense que le choix est beaucoup plus rapide
que pour vous, alpinistes. Voilà, je ferme cette parenthèse parachutisme. Ouais. En alpinisme, c'est aussi le problème où les gens sont pas assez expérimentés des fois. Ok. Des gens qui pensent pouvoir pousser les limites et les gens qui pensent pas à la redescente. Nous, à chaque fois qu'on monte, on pense que à la redescente. Si on doit, par contre, faire un secours à la montée qui va risquer le sommet, on va faire le secours et risquer le sommet. Ok. On n'ira pas au sommet. Pour moi, une vie est beaucoup plus importante que le sommet. Et ça dépend des équipes et des ADN. Ouais, ça dépend de beaucoup de gens. Il y a des gens qui peuvent abandonner. Moi, je pars du principe que je veux me regarder dans un miroir quand je rentre. Et du coup, pour moi, c'est obligatoire d'essayer au moins. Ok. C'est très important. Après, ouais, il y a toujours des problèmes, mais ça va se résoudre. Si on parle un peu de la peur, donc ta peur, elle est sur la redescente, elle est sur l'échec, elle est sur la blessure. Sur quoi elle se concentre, ta peur, et en quoi aussi c'est un moteur pour avancer? En montagne, j'ai toujours peur. Chaque seconde, je me dis qu'il peut y avoir un problème. Pour moi, il y a 2 types de peur. La peur qui te paralyse, c'est la mauvaise peur, ça. Il y a la peur qui va juste te donner un peu peur, mais qui va pas t'arrêter. Mais par contre, qui va te garder conscient des risques et des analyses que tu dois faire. Bien sûr qu'il y a la peur de l'échec. C'est beaucoup d'argent que les sponsors investissent. Par exemple, sur le Choyu, j'ai pris l'argent des 2 sommets et j'ai tout mis dedans en me disant je tente la première ouverture de ce sommet-là, de ce côté-là. C'est une peur, ça. En disant le budget est bouclé, je peux partir en attendant 6 mois et j'irai au Tibet après. Mais vu qu'ils m'avaient pas donné les autorisations, je me suis dit j'ouvre le Choyu. Et ça, tu prends tout l'argent et tu le mets sur le rouge. Mais est-ce qu'il faut pas, comme nous, un peu en tant qu'investisseur, où à un moment donné, tu prends tes paris, tu vois, tu mets 500 000, 1 million dans une start-up, et il faut les prendre, il faut vite réfléchir, vite décider, et c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis... Pour moi, le risque fait partie de mon quotidien déjà en montagne, et du coup, si j'ai besoin, en fait, je sais que je peux y aller, en fait. Mais par contre, je vais tout tenter pour réussir le sommet si j'investis beaucoup d'argent pour ce sommet-là. Je vais y aller avec cœur et âme dans cette ouverture. Ce qu'on a fait sur le Choyu. Après, on porte lourd. On a déployé sur cette montagne 7500 mètres de corde au total. J'avais les décisions du groupe entier sous ma décision. Ça veut dire que tu fais preuve, malgré ton jeune âge, et moi j'adore cette phrase, la qualité n'attend pas l'âge, d'un vrai leadership. Tu gères une équipe, des Sherpas, de la météo, des radios, enfin, on se rend pas compte derrière les ascensions qu'il y a 10, 15, 20 personnes des fois qui travaillent pour que 5 personnes puissent atteindre le sommet. Ouais, là surtout sur le Choyu, j'avais 6 Sherpas avec moi qui m'accompagnaient. J'avais 2 personnes au camp de base. J'avais ma maman à distance qui me donnait la météo, parce que les 2 météorologues avaient mauvais au niveau de la météo. J'avais l'agence népalaise qui était à Katmandou, qui nous faisait toutes les updates qu'on avait besoin au niveau logistique, tout ça. Du coup, au final, c'était une grosse équipe derrière nous, et pouvoir être là-bas, c'était génial, mais c'était un sommet qui, mentalement, c'est fatigant. Quand tu dois prendre des grosses décisions, surtout, là, tu parles de vie humaine qui t'accompagne. Quand tu prends ta propre décision et t'y vas, il n'y a que la tienne. Mais tu mets d'autres gens aussi à risque. Oui, par rapport à certains alpinistes, mais je veux pas rentrer et ouvrir ce débat qui monte en style alpin. C'est ce qu'a fait, je crois, Kylian Jornet ou d'autres, où ils montent de façon légère, c'est-à-dire seul, sans équipe. Vous, c'est vrai que la contrainte de monter en groupe comme ça, c'est que tu as cette responsabilité du groupe finalement. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, tu penses à 2 fois avant de prendre ta décision finale, quoi. Oui, alors que sur le style alpin, c'est beaucoup plus souple et léger comme style d'ascension. Ouais. Je vois qu'on a déjà un peu dépassé le temps et tu as un train à prendre. Et à quelle heure ?
Midi 15, je crois. Ok, donc on a encore 5 minutes. Tu parlais de ta maman. Ouais. Moi, la mienne a toujours été très stressée. Ne monte pas ici, attention, tu vas tomber, etc. Quand je suis allé faire du parachutisme, je leur ai pas dit et je suis venu une semaine après avec les vidéos. Quelle relation tu as avec tes parents? Je crois que c'est une des premières questions que je t'ai posées, vu les sports que tu fais. À chaque fois que tu les quittes, tu les prends fort dans tes bras, tu es conscient de ce qui pourra arriver. Eux aussi sont conscients de ce qui pourra arriver. Et comment vous vivez dans cette famille avec ce poids-là? En fait, très jeune, quand tu vis à Chamonix, moi j'ai vécu 3 ans à Chamonix. À Chamonix, tu sens ce côté-là quand même beaucoup plus présent que dans les autres villes. Du coup, tu l'acceptes. Après, quand j'ai commencé le ski de compétition, la plupart du temps, elle me retrouvait à l'hôpital avec un genou en moins, une tête en moins, quelques traumatismes à gauche, à droite. Et au point où, en fait, dès qu'elle voyait une ambulance, elle se disait que c'était moi. Mais en ski alpin, des fois, c'est pas tes décisions qui rentrent en compte, c'est celle du coach. Tout. Et dans la montagne, c'est totalement différent. Il n'y a pas d'esprit de compétition pour moi qui rentre en compte. Il n'y a pas de ce côté, je vais pousser jusqu'à vraiment la limite pour pousser. Et du coup, il l'accepte. Je pense que c'est difficile selon les montagnes que j'entreprends, bien sûr. Par exemple, le Choyu, je sais que c'était mentalement, pour eux, c'était difficile. Mais ils l'acceptent. On l'accepte tous. On est très ouvert sur la discussion, de toute façon. Moi, ma famille, elle a toujours été là pour moi. S'ils me disent non, je veux pas que tu y ailles, je vais pas y aller. Mais vu que c'est ma passion, en fait, ils acceptent que j'y aille. Et nous, on part du principe qu'en fait, demain, il peut arriver un accident. Et mieux vaut vivre à fond plutôt que juste rester avachi dans son canapé et juste attendre. Et scroller sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et du coup, non, ils l'acceptent vraiment bien. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, le projet, il serait pas amené aussi loin. C'est beau d'arriver à en parler de façon apaisée. Parce que c'est vrai quand tu es alpiniste, mais c'est vrai ce que je reprends souvent comme exemple, quand tu fais du vélo en plein Paris sans casque. Bon, statistiquement, je trouve que il faut faire attention parce que on a l'image du parachutisme, de l'alpinisme, etc. comme des sports extrêmes, mais c'est aussi la façon dont tu le pratiques. Ouais. Tu vois, je vois dans le parachutisme, les gens confondent la wingsuit et le base jump. Enfin, et donc, entre les images qu'on voit sur les réseaux sociaux et voilà, certaines façons de pratiquer, je pense que bon, les 30 minutes qu'on vient de passer ensemble montrent aux gens qui nous écoutent que tu n'es pas une tête brûlée. Non, je pense pas que ma maman aurait accepté sinon le projet. Et ouais, je pense que c'est le rôle des parents. Voilà, si je dois dire un seul truc, tu vois, moi, mes parents m'ont plutôt interdit la pratique du base jump, et je pense que c'était une bonne interdiction à l'âge où j'ai commencé le parachutisme, à peu près à ton âge, parce que c'est des sports magnifiques. Tu disais que tu voulais faire du parapente pour, je pense, à un moment donné peut-être redescendre un peu plus vite, mais c'est un niveau d'engagement encore beaucoup plus fort, quoi. Ouais. Et donc les parents sont aussi là par moment pour mettre des limites. Ouais, bloquer. Voilà, et ils pensent à nous. Alasdair, je te remercie beaucoup d'être venu en studio enregistrer ce matin avec nous, et pour ton temps hier à la conférence d'OVNI Capital. Je pense que tu as inspiré beaucoup de gens. Ta volonté vraiment, c'est d'inspirer la nouvelle génération, de leur montrer que, un peu comme l'a fait Inox Tag, Mathieu le rappelait, il faut croire en ses rêves et les réaliser. Et ce qui est marrant, c'est qu'on enregistre aujourd'hui, et j'avais dit un peu à tout le monde que OVNI Capital, le lancement de ce premier fonds de 50 millions, c'était un espèce de premier Everest professionnel. Quand on te voit, on se dit que il y a plein d'autres sommets à faire encore, et c'est génial. Et en fait, c'est qu'une première étape. Ouais. Quel message tu as envie de faire passer à tous les gens qui vont nous écouter? Tu es à la recherche de sponsors pour des nouveaux projets qui vont être assez extraordinaires. Comment on te contacte aujourd'hui, et voilà, comment les gens peuvent s'inscrire avec toi dans les années à venir? Comment les gens, déjà, y a le site web, il y a un formulaire s'ils veulent. Après, moi je suis sur les réseaux, hein, du coup, LinkedIn, Instagram, tout ça. Et ouais, ça peut être grave cool. L'aventure, elle est cool.
pouvoir inspirer des gens, c'est encore mieux. Et c'est vraiment sur la démarche qu'on va, avec surtout ce nouveau projet à ski, de prouver encore une fois que c'est possible. Et ouais, ça va être, on va dire, très bien à skier dans l'histoire, quoi, un peu. Donc pour les gens qui l'auraient pas compris, Alasdair veut refaire ces sommets-là et cette fois-ci descendre à ski. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps ensemble ce matin. Vous pouvez donc suivre Alasdair sur Insta, via LinkedIn, le contacter sur son site web. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des belles sociétés, qui n'ont pas forcément d'athlètes ambassadeurs qui nous écoutent. Donc je serais ravi, si besoin, de vous faire les mises en relation, mais sinon, allez-y, contactez Alasdair directement. Et c'est important d'avoir des rôles modèles, des athlètes aussi jeunes, aussi inspirants et aussi accessibles que toi, et humbles. Donc, merci pour toute cette fraîcheur que tu m'apportes dans nos échanges depuis 2-3 ans qu'on a fait connaissance. Bah ouais, merci. Merci à toi de m'avoir invité à la conférence et pour ce podcast. C'est génial. Au pied levé, à l'arrache, c'est toujours les meilleurs épisodes. Toujours. À bientôt tout le monde. Merci pour votre confiance et pour tous les likes, commentaires, partages, tous les messages de feedback qu'on a tous les jours sur les réseaux sociaux. Ça nous pousse à continuer dans cette direction. À bientôt, merci. À bientôt.